Alors ça paraît un peu bidon quand on pose cette question aux écrivains, à votre enfance, mais ici elle est déterminante, elle est tout. Vous dites dans une interview, pour moi, nous naissons tous abandonnés, toute notre vie, nous luttons contre la terreur d'être abandonnés. Vous dites ça d'une part, alors on a l'impression que vous avez vécu dans un univers carcéral. Qu'en est-il à la fois du réel et puis de ce rejaillissement dans votre œuvre à travers vos personnages? On a l'impression que vous n'avez pas encore écrit votre enfance, mais qu'elle est déjà écrite à travers vos personnages. Elle est écrite à l'intérieur de tous mes livres. Travail, à la fois la poésie, à la fois le théâtre, bien sûr, et les romans. Et les romans, oui, oui, oui. De toute façon, c'est une blessure dont on ne guérit pas. Alors je pense que nous en sommes peut-être tous là. Je l'ai dit, il y a des enfances heureuses, il y a des enfances qui n'ont pas été malades, comme je l'ai été, c'est-à-dire physiquement, moralement, donc qui n'ont pas besoin d'en guérir. Moi, j'ai eu besoin, pour survivre, physiquement, psychologiquement, moralement, de la dépasser. C'est d'abord de l'occulter pendant très 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 longtemps. Et dans l'occultation, il y a eu le choix, très très tôt, un peu dans ma petite enfance, mais surtout dans le début de mon adolescence, de devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que cette obsession de ne plus être ce que j'étais moi entre ma naissance et, disons, l'adolescence, et de devenir quelqu'un d'autre. Or, pour devenir quelqu'un d'autre, il n'y a que le fait d'être comédienne, de monter sur scène, d'être aimée pour tout ce qu'on paraît et pas forcément pour ce qu'on est. Donc mon premier postulat a été ça n'a pas été l'écriture, parce que je ne savais pas que je pouvais écrire. Écrire encore. Oui, oui, oui. Donc une projection dans... Oui, oui, oui. Ce qui fait que le thème du masque, des pseudonymes aussi, quand vous allez écrire, va être récurrent aussi. Revient tout le temps, oui. Et surtout l'idée de masquer ce qui avait été la pauvreté et l'humiliation de toute mon enfance, et pas seulement la mienne. Parce que la sienne, il me semble qu'on la dépasse mieux. Moi, ce que je n'ai jamais dépassé, si vous voulez, c'est l'humiliation de ce qui est arrivé à mon père et l'humiliation de la vie que ma maman a eue, et elle n'a pas eu la vie qu'elle méritait par rapport à l'être exceptionnel qu'elle était. Donc, le spectacle, moi, dans mon enfance, pas seulement de mon humiliation, mais de l'humiliation de ma maman, qui s'est battue pour que nous survivions, matériellement déjà, qui m'a sauvée, certainement de la Gestapo, qui m'a sauvée de la maladie, et que j'ai vu travailler vraiment sous mes yeux, que j'ai vu se battre, que j'ai vu humilier devant moi. Ça, ce sont des images absolument indélébiles, et je pense que toute mon écriture, c'est une espèce de bouclier à la fois pour prendre leur défense post-mortem en ce qui concerne mon père, et pour prendre sa défense à elle. Et de toute façon, ce sont les deux êtres qui n'ont cessé de m'habiter dans ma vie, et bien évidemment dans l'écriture, parce que c'est très longtemps, quand l'écriture m'est tombée dessus, je dirais, pas par un beau jour, par un jour absolument épouvantable, où j'ai compris que le paraître de la comédienne, c'était rien à côté de l'être que j'avais envie de devenir. Et tout à coup, je me suis rendu compte, je me suis rappelé, parce que je l'avais aussi beaucoup occulté, que mon père était poète, qu'il avait écrit, et que les trois quarts, sinon presque la totalité, à l'exception d'un petit recueil, avaient été détruits par les nazis. Et donc l'idée tout à coup de reprendre un flambeau qui était bel et bien éteint quand même. Et de publier un jour les... Oui, mais au départ, je ne voulais pas publier. Vous savez, j'ai toujours voulu rester secrète et clandestine. Et même aujourd'hui... Clandestine, c'est vraiment le terme qui oui, oui, oui. Et le jour, et vraiment aujourd'hui où je suis publiée, j'ai toujours envie de disparaître derrière ce que j'écris. Est-ce que vous vivez encore dans un sentiment perpétuel d'insécurité, même aujourd'hui, malgré l'œuvre qui est là? Oui, bien évidemment. Oui. Bien évidemment. Et je dirais, bon, naturellement, si on se rappelle, enfin, ce que je fais dire à un de mes personnages, les livres, ça ne tient pas très chaud la nuit quand même. Hein. Les vies, ça ne remplace pas une famille. Les vies, ça ne fait pas une vie familiale. On parlera aussi de l'amour. Hein. Oui. Parce que ça peut remplacer beaucoup de choses. Mais enfin, est-ce qu'on peut dire que l'écriture a transformé votre souffrance en œuvre, finalement? Ah oui, ça, je pense qu'on peut le dire, ça. Parce que c'est vrai que l'écriture m'a sauvé la vie,
et quelques personnes, naturellement, dont les amours et les amitiés, bien évidemment, heureusement, heureusement. Mais l'écriture, quand même... vous savez, c'est Malcolm Lowry qui dit la pire souffrance est celle dont il ne reste rien. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Hélas, des millions dans le monde. Tout le monde n'a pas la possibilité d'en faire quelque chose. Voilà, c'est le faire, au sens poétique du mot, qui en l'occurrence sauve, quoi, et qui crée l'exutoire nécessaire. C'est-à-dire on écrit comme on crie. C'est pas pour rien que... On dénonce aussi. Oui, oui, voilà. On Ben dénonce, comme le père a été dénoncé, on devient à son tour. Oui, on dénonce oui. ce monde inhumain, en quelque sorte. Oui, c'est vrai qu'il y a... Les personnages sont toujours des personnages un peu marginalisés, quand même, qui ont souffert eux-mêmes. La plupart des personnages aussi. Tous marginalisés, oui. tous. Oui, tous. Et ceux qui ne le sont pas, ils sont ancrés dans une vie préétablie, disons, où l'âme est pratiquement occultée. Or, moi, tous mes personnages, parce qu'ils cherchent à s'évader, parce qu'ils cherchent à se libérer, en fait, ils cherchent à dégager leur âme de cette gangue dans laquelle on les a enfermés. Et alors, Evera, où est-elle dans tous ces personnages? Elle est par morceaux, par puzzle? Est-ce qu'elle est un peu l'Ève de la Derelita? Est-ce qu'elle est Lisa? Est-ce qu'elle est... Bon, elle est tout ça. Oui, mais elle n'est pas que les personnages féminins de mes livres. Oui. Moi, je dis toujours que le personnage dont je me sens le plus proche, même, bien évidemment, s'il n'y a pas la correspondance, c'est dans Caldera, le personnage du petit Italien qui est seul dans une ville étrangère, qui n'en parle pas la langue. Qui s'appelle Fazzolino. Fazzolino, ça veut dire petit mouchoir. Oui, oui. Il y a le côté... et cet homme aussi qui a toutes ses larmes à l'intérieur et dont l'enfance, qui n'est naturellement pas la mienne, j'ai pas eu une enfance à Naples, j'ai pas été recueilli par un couple qui vivait avec sa chèvre, j'ai pas été poursuivi par une banque de gangs. J'ai l'impression qu'il est sorti du néo-réalisme italien, quoi, des années 50, oui. de ces films. Je l'ai rencontré. Oui. C'est parce que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré un jour à Liège, dans le tram. À l'époque, il y avait encore des trams. Et j'ai vu ce personnage un peu rondouillard, comme ça, extrêmement seul, avec un magnifique regard, le regard des bêtes perdues, hein, qui cherchent... Vous savez, le regard de tous ces gens seuls, qui cherchent toujours, dans une foule anonyme, un sourire, un regard où s'accrocher. Et tout à coup, j'ai eu envie de lui inventer l'enfance que je lui ai prêtée dans Caldera. Est-ce que vous êtes une pessimiste foncière? Ah oui, mais je suis une pessimiste foncière, alors plus que foncière, mais je suis une pessimiste active. Ça veut dire que j'ai l'optimisme de l'action. Donc je pense quand même qu'on peut faire quelque chose. En tout cas, sur mon petit lopin de terre, de vie, je pense que je peux faire l'écriture, parce que c'est une façon pour moi de prendre la plume, c'est une façon de prendre les armes. C'est parce que j'ai pas le courage d'aller sur le terrain. On peut pas imaginer que vous portiez sur le monde un regard autre qu'un regard blessé, par exemple. Non. Le bonheur, c'était quoi, par exemple, dans l'enfance pour vous? Ce fut quoi? Il y a toujours des moments de bonheur dans l'enfance. Deux. Dites-moi. J'ai deux moments de bonheur. J'en ai pas eu d'autres. Ma maman et moi, le dimanche, enfin les dimanches où elle ne travaillait pas, on allait se promener. Je ne sais pas pourquoi on choisissait des lieux toujours comme... On n'avait pas d'argent, donc on ne prenait pas le tram, donc on y allait à pied. Donc on s'est trouvé un jour à Amaguin, dans une maison qui était en ruine, comme ça, et est venu vers nous un petit chat qui pleurait, qui visiblement, je dirais, était abandonné, c'était un chaton. Et moi, aujourd'hui, je peux dire qu'il y avait sans doute une filiation par rapport à ce chaton, mais moi, de toute façon, de voir ce petit animal qui venait vers moi, moi, j'avais jamais vu quelque chose de vivant venir vers moi. On m'avait toujours pris pour me mettre dans des endroits. J'ai vu ce petit chat venir vers moi, se blottir vers moi, je l'ai pris dans mes bras, naturellement, il s'est mis à ronronner. Et tout à coup, moi, j'ai vu une vie qui se mettait à exister avec la mienne. Et j'ai supplié ma maman qu'on le prenne, quoi. Et elle m'a dit, ma chérie, on ne peut pas, on n'a pas d'argent, on avait à peine de quoi manger, on vivait dans une espèce de réduit toutes les deux. Elle travaillait, moi j'allais repartir dans des innombrables sanas, colonies, homes d'enfants. Et je l'ai supplié, je n'ai pas décollé, je me vois assise sur une pierre comme ça avec ce petit chat. Et on l'a ramené à la maison et c'est ma première grande victoire d'enfant et mon premier grand bonheur. C'est-à-dire, c'est pour ça aussi que vous dédiez la plupart de vos ouvrages aux captifs, aux torturés, aux
aux hommes et aux bêtes. Oui, Hommes et oui, bêtes. absolument, absolument. Et on met sur le même pied d'égalité, parce que dans la Derrida, par exemple, il y a un moineau, un friquet, Oui, qui, oui, qui oui, oui, accompagne euh, l'héroïne. oui, En oui, fait. oui, Elle vient, oui, oui, elle oui. vient dans cette pension avec Oui. l'animal. En fait. Alors, Moi, je pense que toute la souffrance que l'homme inflige aux animaux fait partie de la malédiction de l'humanité. Je pense que, bon, vous savez, c'est pas très original même de penser ça. Il y a d'autres gens avant moi qui l'ont pensé, Plutarque, Léonard de Vinci, beaucoup de gens qui ont considéré que la condition animale était l'équivalent de la condition humaine. il y a une phrase terrible chez vous, on blesse un homme en abattant un chien. Oui. Oui. Parce que vous pensez Effectivement, je profondément. pense vraiment, je pense que toute mort d'animal tue en moi quelque chose de l'être humain que je suis. Et justement, avilit et salit ce monde dans lequel j'ai toujours envie de trouver une lumière, une chaleur, un foyer, un foyer. Foyer, ça, le mot revient toujours, effectivement. On ne trompe pas les peaux. Et reviennent en force. Oui, oui, oui. C'est toujours l'amour qui vous sauve en quelque sorte. Je crois que on peut pas se reposer sur l'amour, mais on peut pas non plus vivre sans. C'est-à-dire que si on n'a pas ce relais d'amour au cours d'une vie, il n'y a pas de vie possible. Si on ne trouve pas un être humain, je veux dire, qui soit aussi à la fois l'exutoire et le complice, parce que c'est ça aussi que je raconte aussi dans tous mes livres, c'est que tous mes personnages se sauvent à condition qu'ils aient un complice. Eva, elle ne quitte le monde que parce que son complice, Saül, donc son amant, l'homme qu'elle aime, n'est pas là au moment où elle l'appelle. Donc c'est dans ce manque-là qu'elle tombe dans un trou. Mais c'est certain aussi que Le trou. Oui, l'amour humain est aussi quelque chose d'extrêmement fragile, aléatoire. Oui, mais en fait, vous aimez les déclassés. De livre en livre, Oui. on trouve Kéros, on trouve Sergueï, Barnhem, Ralph, Youssef, tous ces gens-là ont quelque chose en commun. Parce que je crois que le monde appartient vraiment aux insurgés. Ceux qui font changer le monde appartient aux insurgés. Les autres entrent dans un rang. Et moi, naturellement, que j'étais dans un rang pendant 11 ans de ma vie, bien évident qu'il n'est pas question que je rentre dans aucun rang social. Peut-être que j'en ai raté d'ailleurs. Hein. Je n'ai pas été mariée, donc je veux dire, je suis pas rentrée dans le rang matrimonial. J'ai pas de famille, tout en rêvant d'en avoir une. Mais je rêve d'une famille qui est perdue. Et celle que j'aurais pu gagner, elle ne lui ressemblait pas, donc j'ai décliné. Évidemment. Vous savez, avant de vouloir devenir comédienne, j'ai voulu devenir danseuse. Parce que la préférée du directeur de Franchimont, de cet horrible home où j'étais, c'était une petite danseuse. C'était Solange. Alors Solange, on la retrouve partout à peu près dans ce que j'écris aussi. Solange, c'est l'archétype de la jeune fille, jeune femme, de l'étoile, c'est-à-dire de la danseuse étoile. Belle, aimée, plantureuse, regardée, brillante, tout ce que je n'étais pas bien évidemment et que je ne serai jamais. Et ce qui fait aussi que vos héroïnes font parfois des thèses universitaires aussi. Je veux dire, la Libye par exemple pour... Elle fait semblant. Elle fait semblant. Elle fait semblant, oui, elle fait semblant. Elle fait semblant, oui, c'est ça. Elle fait semblant. Cela dit... Sur l'incertitude, oui, ça. Oui. Et, cela dit, dans La belle voyageuse endormie dans la brousse, Marin fait une vraie thèse, alors lui, pour le coup, sur Conrad. Sur Conrad, oui, sur qui est Conrad. un de vos auteurs préférés. Oui. Avec qui encore? Les autres auteurs que vous aimez? Harry Matthews? Henry, non? Qui ça? Henry James, par exemple. James, oui, James, mais principalement quand même tous les écrivains de la mer. Et j'ai découvert aussi, après coup, que c'était singulièrement des orphelins. Donc il y a London, il y a Jack London, et il y a Melville, qui sont les trois grands écrivains de la mer. Parce que bizarrement, dans les romanciers, c'est effectivement des romanciers, je dirais dans ces eaux-là, c'est le cas de le dire. Oui. Bien. Mais la poésie, elle est arrivée. La poésie, ça a été aussi la première porte d'écriture. Parce que chez ma maman, nous n'avions pas de livres.
pauvreté oblige, donc on n'avait pas de livre. Ma maman, elle avait traîné de sa jeunesse des vieux exemplaires de Conférencia, qui étaient les conférences de l'Université des Annales. Et donc moi, quand je m'ennuyais, essayer de comprendre l'arithmétique, tout ça, donc c'était les seules choses que je lisais. Et je suis tombée sur une conférence de la Comédie Française où il y avait, qui était faite par Jean Weber, je crois, où il y avait Madame Segonde Weber disant la grande scène d'amour de Ruy Blas de Victor Hugo. Et donc j'ai commencé à apprendre ça par cœur. Et tout, après tout ce que j'ai vécu, si vous voulez, a été un rapport, et même dans l'écriture, un rapport à Hugo, parce que Hugo, je le cite beaucoup, dans beaucoup de choses. Alors c'est parfois des phrases qui sont placées en exergue, mais il existe beaucoup dans ma vie, et de toute façon, je pense que c'est l'immense, le grand sublime poète. Vous connaissez des fragments ou des textes à vous, de mémoire, comme ça, aujourd'hui encore? Je veux dire de Hugo? Non, de vous. Ah, de moi? Oui, pour Élise, par exemple. Non? Je ne suis pas sûre de le connaître par cœur. Hein. Non, je ne suis pas sûre. Sauf peut-être l'épisode du chat. J'entends sortir, un dimanche à Maguin, des ruines refroidies, un petit sac de poils, de sang et de gravats mêlés. Il criait, je pleurais, ainsi des écorchés qui se trouvent.